Dans l'actualité ce soir, le ministère de la Sécurité change de cap sur les 385 postes de contrôle routier que compte le Burkina Faso. Seule une quarantaine resteront désormais actifs de manière rotative. Il est question de fluidifier la circulation tout en renforçant l'efficacité des contrôles sécuritaires et documentaires. Une réforme qui entend allier fermeté et liberté de mouvement. Occupation anarchique à Bobo-Dioulasso, les commerçants rappelés à l'ordre. Le boulevard de l'Indépendance va bientôt reprendre son souffle. L'Office national du contrôle des aménagements et constructions a mené une opération de sensibilisation pour dégager les emprises occupées par les commerçants. Une action coup de poing qui s'ajoute aux efforts de la mairie pour redonner fluidité et discipline aux grandes artères de la ville. Bonsoir et bienvenue à tous. Moins de barrages, mais plus d'efficacité sur les routes du Burkina Faso. Le ministère de la Sécurité revoit sa copie. Sur les 385 postes de contrôle routier, seule une quarantaine restera active de façon rotative. Objectif affiché, renforcer donc les contrôles sécuritaires et documentaires tout en assurant la libre circulation des personnes et des biens. Une annonce de la CONA-CFP, la Coordination nationale de contrôle des forces de police, était face à la presse ce matin. Benjamin Kwame nous en dit plus. Le contrôle d'identité des passagers dans les postes de contrôle au Burkina Faso s'effectue désormais à l'intérieur des cars ou au pied du véhicule. De plus, aucun frais ne doit être perçu pour l'enregistrement des passagers et des véhicules à la frontière. Tout paiement doit être accompagné d'une quittance estampillée Trésor public délivrée par l'agent en poste. C'est une nouvelle orientation du ministère de la Sécurité, annoncée par une de ses entités, la CONAFP, la Coordination nationale de contrôle des forces de police. Le département du commissaire divisionnaire Mahamoudou Sana, qui veut mieux concilier le contrôle routier et la libre circulation des personnes et des biens, annonce la réduction des postes de contrôle sur les axes routiers. De 385 postes, la CONAFP a identifié 40 postes légalement constitués pour la période d'1 mois. Il a alors été décidé désormais de l'instauration d'un dispositif de contrôle routier dynamique. Ce dispositif sera modulable mensuellement à partir du 15 septembre 2025 en fonction des besoins du moment. Ainsi, la circulaire numéro 2025-00287 MCQ CAB a identifié pour la période du 15 septembre 2025 au 14 octobre 2025 40 postes de contrôle sur 15 axes principaux du territoire national. Parmi ces 40 postes, 9 sont dédiés au contrôle sécuritaire, tandis que les autres sont assujettis au contrôle mixte. Tout autre poste est considéré comme illégal. Contexte sécuritaire oblige, pourquoi réduire ces postes alors que le contrôle devrait se multiplier pour contrer d'éventuelles menaces sur les axes routiers? Le coordonnateur de la CONAFP s'explique. Les contrôles font partie des mesures sécuritaires, mais elles ne sont pas l'essentiel. L'essentiel pour la sécurité d'une nation, c'est le renseignement. Voilà. Vous avez beau mettre des postes de contrôle, si vous ne savez même pas ce que vous cherchez, les gens vont passer, du matériel prohibé va passer. Donc, que la population soit rassurée, diminuer le nombre de postes de contrôle ne veut pas dire que la sécurité dort. Au contraire. Quand on fait le contrôle, on doit chercher quelque chose. Ce n'est pas de façon systématique. Voilà. Et c'est chercher quelque chose là, c'est basé sur des données que vous avez. On vous a envoyé, attention, soyez vigilants sur tel aspect. Donc, la sécurité, la vraie sécurité là, c'est sur le renseignement. Et en exploitant le renseignement sur le poste de contrôle, on arrive à mettre la main sur des personnes suspectes, sur du matériel prohibé. Tout en invitant les usagers à avoir régulièrement sur soi les cartes nationales d'identité, les passeports, cartes consulaires, permis de conduire, cartes grises ou encore certificats de visite technique en cours de validité pour lutter contre la corruption et les tracasseries, la CONAFP invite
les populations à signaler les postes de contrôle qui ne sont pas dans le dispositif codifié et validé par le ministre de la Sécurité en appelant le 10-20. Une réorganisation des contrôles routiers à l'échelle nationale, mais qu'en est-il des autres formes de régulation de l'espace public, en particulier en ville? À Bobo-Dioulasso, la dynamique de contrôle et d'aménagement se poursuit ce 22 septembre. L'Office national du contrôle des aménagements et des constructions est intervenu sur le boulevard de l'Indépendance. Les agents de cette structure donc, ont sensibilisé les commerçants à libérer les emprises de cette voie stratégique, une action qui s'ajoute à celle déjà menée par la mairie et qui va donc s'étendre à d'autres artères de la ville. Djakalia Siri, surtout Justin Dabiri. Ces magasins, boutiques et autres commerces installés le long des accotements du boulevard de l'Indépendance ne respectent pas les normes relatives à l'occupation des emprises publiques. En attendant de passer à la phase de répression, l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions joue la carte de la sensibilisation. Avec les acteurs, il est question de leur faire comprendre que là où ils ne sont pas à la bonne place. Ils sont source de danger pour les usagers de la voie, voilà, puisqu'ils sont même assis sur l'emprise de la voie, donc ils sont source de danger. Et danger sécuritaire en ce qui concerne la circulation routière, danger environnemental parce qu'ils bouchent les caniveaux, ils sont même assis sur les caniveaux, donc ça obstrue les caniveaux et ça empêche l'écoulement normal des eaux de pluie. Donc c'est attirer leur attention et leur dire qu'ils doivent partir. Pas tout de suite, on ne sait pas tout de suite, mais se préparer à libérer les lieux voilà, lorsque on va les dire de partir. Une démarche que ces occupants anarchiquement installés apprécient positivement. Ces derniers, conscients des dangers qu'ils encourent, promettent de se conformer à la réglementation en vigueur. Ils pouvaient se lever, venir brusquement avec les chars et puis les trucs, venir raser comme précédent ils ont fait. Ça, ce n'était pas une bonne manière. Donc, de toute façon, en tout cas, ils ont commencé. C'est une sensibilisation. Donc, maintenant, à nous maintenant de prendre notre disposition, ce qu'ils ont dit, de venir répondre au cas où, si on n'a pas les papiers normaux là-dessus. Si certains commerçants restent encore réticents face à la mesure, il y a néanmoins de bons élèves en la matière. À ces citoyens modèles, l'Office national de contrôle des aménagements et des constructions les a invités à continuer dans ce sens afin de servir d'exemple pour les autres. Pour l'instant, nous constatons qu'effectivement, avec le travail qui avait été fait par la mairie, tout le monde se retrouve derrière les caniveaux. Ils sont effectivement derrière les caniveaux. Donc, mais nous attirons toujours les attentions pour ceux qui auront tendance à vouloir revenir. C'est ce travail que nous sommes en train de faire ce matin. Mais pour l'instant, nous constatons qu'il y a un minimum de respect de l'occupation qui a été respectée. C'est vraiment appréciable, j'apprécie fortement. Même pas moi seul, même la population. Vous voyez, non? À partir du dégagement de la voie là, quand vous descendez de la colline là, de gauche à droite, vous voyez toute la voie là. Il y a moins d'accidents. Il ne pourrait pas se passer une semaine sans qu'il n'y ait pas eu un accident mortel sur cette voie là. Mais depuis que la voie est arriérée, en tout cas ça va. Il n'y a aucun problème. Cette opération de sensibilisation, selon les premiers responsables de l'Office national de contrôle des aménagements et des constructions, devra s'étendre les jours à venir sur d'autres axes et artères stratégiques de la ville de Bobo-Dioulasso. Il s'agit notamment de la RN7, RN9 et la RN10. À la veille de la journée de l'excellence dans la région du Kadiogo, les meilleurs élèves de l'année scolaire 2024-2025 ont eu une expérience unique. Visiter donc les coulisses de la télévision BF1, une immersion dans le monde des médias pour découvrir le quotidien des professionnels et s'inspirer des parcours d'excellence. Une initiative portée par la direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Kadiogo, visant à nourrir l'ambition de la jeunesse. Plus de précisions avec Hervé Yerbanga. Les meilleurs élèves de l'année scolaire 2024-2025 de la région du Kadiogo s'imprègnent du quotidien des professionnels de la télévision BF1. Une référence dans le paysage audiovisuel burkinabé. Ils parcourent tour à tour la grande salle du studio, le plateau du journal télévisé, la salle de rédaction, le service digital,
la salle d'infographie, entre autres. Chaque étape de cette visite les introduit dans l'univers fascinant, alliant rigueur, créativité et technologie de pointe. À la visite de BF1, j'ai appris beaucoup de choses, notamment comment travaillent les journalistes, les ingénieurs en son et comment se déroulent les émissions à la télé BF1. Ce que j'ai aimé le plus, c'est la visite chez les infographistes. Organisée par la Direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Kadiogo, cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée de l'excellence prévue pour ce 25 septembre. Cette visite vise à encourager les élèves à l'effort, à la curiosité et à l'ouverture d'esprit, en leur faisant découvrir les nombreux métiers qui contribuent chaque jour au rayonnement de la chaîne BF1. L'objectif aussi visé, c'est susciter en eux l'amour et la passion pour certains métiers et aussi découvrir que derrière l'écran de télévision, il y a un gros boulot qui s'abat et nous avons été édifiés. Les équipes de la télévision BF1, reconnues pour leur professionnalisme et leur disponibilité, accueillent chaleureusement les visiteurs. Journalistes, techniciens, infographes et monteurs prennent le temps d'expliquer leur travail, de répondre aux questions et de partager leur passion. C'est un honneur d'accueillir tous ces jeunes brillants pour partager avec nous ce que nous faisons au sein de cette chaîne de télévision, tout le processus de production. Éduquer, c'est l'une de nos missions et c'est ce que nous essayons de faire aussi à travers un certain nombre de programmes. Nous avons des programmes dédiés à la jeunesse, dédiés aux enfants. Et je pense qu'en tant que chaîne qui a aussi pour mission d'éduquer, c'est dire que nous serons toujours là pour accompagner tous ces acteurs donc dans l'encadrement et donc dans la formation donc des leaders de demain. À travers cette immersion, les élèves découvrent bien plus qu'un simple média. Ils entrent dans l'univers d'une télévision qui incarne l'innovation, l'engagement et l'excellence. La télévision BF1 se positionne comme un acteur majeur de l'éducation citoyenne et du développement, en ouvrant ses portes à la jeunesse et en soutenant les initiatives éducatives de qualité à l'image de celles portées par la Direction régionale de l'éducation du Kadiogo. Ouagadougou, grand carrefour des acteurs miniers du continent africain, la 7e édition de la SAMAO, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, débutait demain, mais avant, les acteurs ont été reçus au niveau de la société CIMAF Burkina. CIMAF donc, qui a ouvert ses portes aux membres de la direction et à la presse à cette occasion. Ce 24 septembre, même une immersion qui aura permis aux visiteurs du jour de s'imprégner du processus de fabrication du ciment. Laboratoire de la cimenterie CIMAF. Il est au système de production ce que sont les constantes dans le système sanitaire et c'est ici que commence la visite de la direction des carrières. Étape par étape, le responsable décortique le fonctionnement de ce compartiment dans la chaîne de production. Le ciment, quand il est produit après le contrôle de toutes ces matières premières, il y a un certain nombre d'analyses mécaniques qu'il faut réaliser. Et là, premièrement, il faut commencer par le malaxage de la matière. Voilà, il y a un mode opératoire bien défini. On malaxe, on pèse de l'eau. Et après, il faut faire des éprouvettes de mortier pour pouvoir déterminer la résistance mécanique du ciment. Après le laboratoire, les visiteurs du jour déposent leurs valises à la salle de contrôle. Dès que les équipements sont démarrés, à partir avec le chef de quai, lui positionne le camion, il a le bon de chargement, il incrémente et les agents de chargement de manutention démarrent le chargement et c'est automatique. Puis au bâtiment broyeur. Ici est fait notamment le broyage et l'ensachage. Une chaîne de métiers expliquée minutieusement au directeur des carrières et sa délégation qui ont également visité le bâtiment expédition et le pont bascule. Nous avons fait une visite d'usine en montrant bien sûr l'importance des matières locales utilisées dans notre ciment, notamment le calcaire dolomitique et le tuf, et aussi en faisant un point sur les aspects sécurité et environnement. Vous l'avez tous remarqué, on a fait une visite à l'intérieur de l'usine.
On a pu, je dirais, faire la visite sans qu'on ait de gêne dans notre respiration ou porter de masque, malgré que dans certaines zones, il est fortement conseillé de porter des masques. Mais bon, on a pu le faire. C'est tout ça pour démontrer que CIMAF fait beaucoup d'efforts en termes environnementaux. Au terme de cette visite, la direction des carrières est satisfaite de découvrir le mode de production du ciment à CIMAF, une industrie qui s'investit dans le consommation local, comme le veut le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Et nous avons pu voir vraiment que l'entreprise CIMAF utilise des matériaux locaux, en l'occurrence le calcaire dolomitique et les tufs. Donc je pense vraiment que cette visite vraiment elle s'inscrit et elle cadre bien avec le thème de notre Pré-Samao. Cette immersion à CIMAF est mise à profit pour visiter une construction dans les locaux de la Direction générale des carrières. Particularité, le bâtiment est construit à l'aide de matériaux locaux, notamment la terre cuite. La formation à la construction du bâtiment, ça nous a pris 3 semaines. Et nous avons pu justement construire du sous-bassement jusqu'au chaînage, jusqu'à la dernière brique, en 1 semaine. Donc, c'est dire que les bâtiments bas carbone sont des bâtiments résilients, écologiques, et cela a été fait dans le cadre de la mise en œuvre du programme ACP-UE en faveur des minéraux de développement. C'est une fierté de voir que nous avons pu apporter notre modeste contribution à la réalisation de cette infrastructure avec l'accompagnement du projet ACP-UE. Cette sortie terrain s'inscrit dans le cadre de l'atelier Pré-Samao 2025, une rencontre de 48 heures consacrée à l'industrie du ciment, tenue du 23 au 24 septembre 2025 sous le thème « Développement d'une industrie du ciment respectueuse de l'environnement à partir des ressources locales du Burkina Faso, défis technologiques et opportunités économiques ». Et justement, le Burkina Faso qui s'impose dans le peloton des têtes des producteurs d'or en Afrique de l'Ouest, avec près de 56,7 tonnes extraites en 2022. Un chiffre que le pays entend bien dépasser, notamment grâce à son nouveau code minier, censé attirer davantage d'investisseurs. Mais au-delà des capitaux étrangers, le gouvernement veut miser surtout sur les opérateurs nationaux. Problème, le financement des projets miniers reste un défi, d'où cet atelier organisé par la Chambre des mines ce 24 septembre à Ouagadougou pour outiller les acteurs locaux. Nouriane Wandaogo, Archimède Boy. Yacouba Zabré Gouba, ministre chargé des mines, préside lui-même cette rencontre de partage d'expériences sur le financement des projets miniers. Elle intervient dans un contexte où le pays a adopté un nouveau code minier et une loi sur le contenu local. La loi sur le contenu local elle-même a prévu un dispositif d'accompagnement à travers notamment la création d'un fonds dédié en soutien au développement du contenu local. C'est dire déjà que les réflexions ont déjà été entamées pour faire en sorte que les acteurs du secteur puissent davantage disposer d'un levier à même de pouvoir les accompagner sur le projet minier. Le ministre promet prêter une oreille attentive aux recommandations issues de ce cadre d'échange, y compris celles relatives à un assouplissement des conditions d'octroi des permis miniers. Oui, les permis miniers, comme vous le savez, le code lui-même a fait une part belle à l'investissement, aux investisseurs nationaux. Et en ce sens, un certain nombre de dispositifs permet aujourd'hui et encourage fortement la participation des nationaux. Et cela prend en compte nécessairement l'octroi des permis. Il est également prévu tout un dispositif permettant davantage aux acteurs miniers de s'adonner aux activités de richesse et d'exploration du sous-sol et du sol burkinabé. Cet encouragement à aller vers le financement local présente d'énormes défis, à en croire le président de la Chambre des mines du Burkina. Et pour arriver à un financement local, il faut regarder quelles sont les réalités liées à un financement local qui sont réellement les coûts élevés et les limites aussi liées à la banque centrale qu'il faut prendre compte. Donc c'est principalement ces défis que
nous allons partager entre nous ici pour certaines mines qui ont eu l'expérience de se faire financer localement et ça va permettre à d'autres de facilement passer l'étape de tous ces blocages. Au menu de cet atelier, il est également prévu 2 panels, dont le premier abordera le thème « Financement des projets miniers, quelles alternatives au financement classique ?» Face à la montée de la pollution de nos eaux, les 9 pays riverains du fleuve Niger se sont réunis cette semaine pour harmoniser leurs règles concernant les rejets polluants. À quelques jours de la fin d'un important projet lancé justement en 2022 dans ce sens, un atelier se déroule donc actuellement pour intégrer un nouveau texte dans les lois nationales. Les acteurs veulent mieux encadrer les rejets industriels et miniers afin de protéger cette ressource vitale pour des millions de personnes. Océan d'Abonné. Le bassin du Niger, plus grand système fluvial d'Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui confronté à une pression croissante liée aux activités industrielles et minières. Face à cette urgence environnementale, les 9 pays membres de l'autorité du bassin du Niger, l'ABN, se mobilisent. Réunis à Ouagadougou pour un atelier régional, ils travaillent à un objectif commun: harmoniser leur législation autour des normes de rejet de polluants dans le bassin. Il est important quand même pour que les 9 pays s'accordent sur des normes harmonisées et voir comment les territorialiser dans leur arsenal juridique. Donc si nous sommes là, c'est suite à un long processus qui nous a permis d'avoir l'ONEDOM portant sur les normes de rejet de pollution et de voir maintenant avec les pays quelles seront les prochaines étapes. Au cœur de ces 3 jours d'échange, l'addendum numéro 1 à la charte de l'eau du bassin du Niger. Un texte qui renforce les exigences en matière de pollution industrielle et engage les pays à les intégrer dans leurs lois nationales. L'addendum numéro 1 de l'annexe 1 de la charte de l'eau vient effectivement opérationnaliser davantage cette disposition de la charte, ce qui contribuera à améliorer la gestion durable des ressources en eau, une priorité cruciale pour les pays du bassin du Niger, confrontés à des défis environnementaux et socio-économiques significatifs. Cette rencontre marque l'une des dernières étapes d'un long processus engagé depuis 2022 à travers le projet NBITAS. Les pays membres comptent après cet atelier faire adopter ces normes par leur Conseil des ministres avant de les intégrer dans leur législation nationale. À l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, chercheurs universitaires et acteurs du développement se penchent sur une question importante, la gestion anticipatoire des aléas climatiques. Pendant 3 jours, du 23 au 25 septembre, ce colloque international veut poser les bases d'une collaboration multi-acteurs en alliant modèles scientifiques et savoirs endogènes. Plus de précisions avec Arsène Konditamde. Ces dernières années, le Burkina Faso a subi des catastrophes climatiques nécessitant des réponses rapides. Comment mieux les anticiper pour réduire leur impact? C'est l'objet du colloque international sur l'action anticipatoire qui se tient du 23 au 25 septembre à l'université Joseph Kizerbo. L'enjeu est de renforcer la capacité d'anticipation et donner aux décideurs comme aux communautés les moyens d'agir avant les crises. Et c'est ensemble, aussi bien le monde de la recherche, le monde de l'action, mais aussi les acteurs qui sont impliqués ou en tout cas travaillent le domaine donc, de la capitalisation des savoirs endogènes, puissent se retrouver pour trouver des solutions, on pourrait dire innovantes, pour aider les politiques à pouvoir trouver des solutions durables et justement aux conséquences de ces différentes crises. Donc c'est la justification de ce premier colloque international. L'initiative vient surtout des humanitaires qui veulent bien intervenir au moment où les catastrophes arrivent, mais après tout, il est mieux d'anticiper et de savoir à partir d'un moment donné que l'alerte est arrivée, justement il faut créer des modèles pour pouvoir gérer tout ça. Donc on pense qu'à l'issue de ces 3 jours, on aura déjà des choses à reverser aux humanitaires et c'est pour cela le comité scientifique, on a appelé comité scientifique et de valorisation. Donc il y aura un volet valorisation. Au-delà des modèles scientifiques, le colloque met l'accent sur les savoirs endogènes.
Les initiateurs veulent créer une passerelle entre l'expérience des communautés et la science moderne pour renforcer la résilience face aux aléas climatiques. Le monde universitaire nous a fait honneur, à travers ma personne, nous a fait honneur, nous, détenteurs de savoirs endogènes, à venir participer aux travaux de ce colloque-là, qui est vraiment un colloque très important, qui allie à la fois le savoir scientifique et le savoir traditionnel. Donc ce colloque, c'est un colloque qui dit que tous les savoirs en fait sont complémentaires pour gérer la nature et l'environnement. Ce colloque est initié par l'université Joseph Kizerbo en collaboration avec les universités Norbert Zongo, Abdoulaye Toguyeni et Daniel Ouezen Koulibaly. L'événement marque une étape vers une synergie des savoirs dans l'espoir d'un Burkina Faso mieux préparé aux défis climatiques de demain. À l'Institut national de formation en travail social, place aux soutenances de mémoire. La 23e promotion s'ouvre avec Amidou Savadogo, premier candidat à défendre ses travaux. Au total, 43 étudiants aborderont des thématiques variées et sensibles, de l'autonomisation des personnes vulnérables à la protection des déplacés internes. Océane Daboni. À l'Institut national de formation en travail social, INFTS, c'est Amidou Sawadgo qui ouvre le bal des soutenances de la 23e promotion. Devant les membres du jury, il défend ses travaux portant sur la problématique de l'autonomisation socio-économique des personnes vulnérables. Son travail est sanctionné par la note de 15,5 sur 20. Selon l'impétrant, ses recherches s'inscrivent dans la logique des politiques publiques de soutien aux personnes vulnérables. L'objectif, c'est d'analyser ce que nous allons appeler les difficultés rencontrées par les personnes vulnérables dans la mise en œuvre de leurs AGR, activités génératives de revenus. Au total, 43 impétrants sont appelés à soutenir cette année. Tous se forment pour devenir conseillers en genre, inspecteurs spécialisés ou encore administrateurs des affaires sociales. Selon les responsables de l'Institut, ces soutenances sont nécessaires pour évaluer les compétences acquises par leurs élèves. Cette soutenance est une étape de leur formation, une étape cruciale de leur formation, parce que c'est des cadres supérieurs appelés à concevoir, à planifier des politiques, programmes et projets. Donc c'est une étape très importante dans leur cursus et ça va leur donner de la compétence à pouvoir assurer en tout cas la gestion des structures du département en charge de l'action humanitaire. Pour cette année, les thèmes abordés varient de la protection de l'enfant à la prise en charge des personnes déplacées internes, en passant par le fonctionnement des services sociaux spécialisés, entre autres. Pour le ministère en charge de l'action humanitaire, ces thématiques permettent de mieux appréhender les différentes dimensions de l'intervention sociale. Les titres de ces mémoires nous interpellent sur la pertinence de leur contenu que nous attendons par ailleurs avec impatience pour nous permettre de mieux cerner les aspects précis de l'action sociale et apporter les réponses adaptées. Débutée ce 23 septembre, cette session de soutenance se poursuivra jusqu'au 25 septembre. L'Institut national de formation en travail social, INFTS, est un établissement public burkinabé chargé de la formation initiale continue et du perfectionnement des professionnels du travail social. Clap de fin pour les 25 ans du GAMET, le laboratoire galénique des médicaments modernes et traditionnels. Après 2 mois de festivités, l'institution a tiré le rideau sur son quart de siècle par un dîner gala, un moment de reconnaissance envers ses partenaires, mais aussi l'affirmation d'une ambition forte pour les décennies à venir. Leila Yampa, éclairage. Il a écrit l'histoire de l'industrie pharmaceutique burkinabé pendant un quart de siècle. Et après 2 mois de festivités pour le célébrer, le laboratoire galénique des médicaments modernes et traditionnels, GAMET, clôt ses activités commémoratives avec un gala. Une soirée stratégique pour exprimer sa gratitude et honorer ses partenaires d'un quart de siècle de recherche et de développement. Après justement l'inauguration du bosquet des plantes médicinales, après
le passage médiatique, la conférence de presse, les journées d'animation, la table ronde suivie de l'aérobic et de la porte ouverte. Nous voilà aujourd'hui pour célébrer tout ça, pour célébrer 25 années de production pharmaceutique locale et pour dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, à tous ceux qui ont eu confiance en nous, aux partenaires, aux autorités, aux instances de la profession, aux médias, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis justement de consolider nos acquis et de nous développer au fur et à mesure que le temps passait. Au-delà des remerciements, cette soirée était l'occasion de dresser un bilan. Celui de 25 années de découverte, de brevets déposés, de vie améliorée grâce à la recherche. Mais pour le laboratoire Gamet, le plus important maintenant, c'est une vision résolument tournée vers l'avenir. Notre vision, c'est fabriquer les médicaments pour les Burkinabés et l'Afrique. Et nous avons bien sûr des visions de nous consolider aussi bien au niveau national qu'international. Et c'est en cela que nous travaillons tous les jours à consolider nos partenariats et à développer justement cette relation de partenariat aussi bien au niveau national qu'international. Donc le laboratoire Gamet dans l'avenir s'engagera justement sur ce chemin-là. Se moderniser, améliorer sa qualité, produire des médicaments accessibles aux Burkinabés et aux Africains et aussi montrer cette image de laboratoire qui est là aux côtés de son pays, qui est là aux côtés de son continent, de l'Afrique, pour le bénéfice des Burkinabés, pour le bénéfice des Africains. Un engagement salué par le ministère chargé de la Santé, qui félicite et encourage les exploits du laboratoire Gamet. Durant ces 25 années d'existence, le laboratoire Gamet, le laboratoire galénique des médicaments modernes et traditionnels, a su se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de l'industrie pharmaceutique burkinabé, en contribuant non seulement au développement économique, mais aussi au bien-être et à la santé de nos populations. Marquer 25 ans, c'est aussi se projeter avec ambition dans l'avenir. Je suis convaincu que le laboratoire Gamet, sous la direction du Dr Anissé Sawadogo, saura jouer pleinement son rôle dans cette dynamique nationale. Alors que la page des commémorations se tourne, une nouvelle commence déjà à s'écrire. Fort de son héritage, le laboratoire Gamet affiche une ambition sans limite. Courir vers de nouveaux défis avec en ligne de mire les 75 prochaines années. À Bazoulé, le week-end dernier, c'est toute une communauté qui s'est rassemblée pour célébrer une femme au grand cœur. Adja Salimata Souré, guérisseuse, souffle ses 2 ans de combat contre la maladie au service des habitants. Retour donc sur cette journée forte en reconnaissance avec Amadou Diko. Bazoulé en fête ce dimanche 21 septembre. Des populations venues des 4 coins du Burkina Faso célèbrent la guérisseuse Adja Salimata Souré. La dame au pouvoir surnaturel fête 2 années de service. Des services mis au profit des malades. Le moment est plein de solennité, mais aussi et surtout de reconnaissance. C'est une grâce d'avoir Adja Salimata Souré. Elles sont nombreuses, ces familles, qui ont retrouvé le sourire grâce au service de Adja. Merci beaucoup pour toutes ces bonnes œuvres. En tout cas, nous sommes vraiment très contentes pour l'organisation de ce jour spécial dédié à Adja. C'est une femme qui mérite d'être honorée. Grâce à elle, beaucoup recouvrent la santé. Nous lui souhaitons une longue vie. Des témoignages, des prières ont marqué cette journée d'anniversaire. Pour la guérisseuse, il faut tout simplement rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je rends vraiment grâce à Dieu, car c'est grâce à lui que nous arrivons à aider les malades. Cette journée est vraiment pour lui dire merci. Pour joindre l'utile à l'agréable, j'ai décidé d'offrir des cadeaux aux femmes qui ont accouché grâce à mes bénédictions. Cette journée d'hommage à Adja Salimata Souré
vise aussi à promouvoir la cohésion entre les fils et filles de Bazoulé. Cela est matérialisé par ce match de gala qui oppose collaboratrices de la guérisseuse et accompagnants de malades. Une conférence de presse pas comme les autres pour annoncer la 3e édition du championnat de pêche sportive prévue du 26 au 27 septembre au barrage de Bazega. Les organisateurs ont choisi un cadre quelque peu insolite, les eaux du barrage de Tanguin. L'idée est d'immerger au sens propre où figurer les journalistes dans l'ambiance de cet événement, donc sportif. On regarde tout cela avec Arsène Konditamte. Le barrage de Tanguin, c'est dans ce cadre inhabituel, au milieu des eaux, à bord de cette embarcation, le commandant Pinares, que les médias sont conviés par le comité d'organisation de la 3e édition du championnat national de pêche sportive. La compétition va se dérouler du 26 au 27 septembre au barrage de Bazega dans la commune de Toessé. L'objectif est de promouvoir chez les participants des valeurs comme la patience et la discipline et également de promouvoir les patrimoines aquatiques et halieutiques burkinabés. La compétition se tiendra dans une formule avec des conditions strictes. La compétition est individuelle. Le pêcheur n'a droit qu'à utiliser une seule canne. C'est une fois qu'il y a eu la prise, nous procédons à une prise de poteau, à la pesée, et nous relâchons le poisson. Nous prenons une sardine qui fait 16 grammes. D'abord, le fait de prendre la prise, ça te donne 5 points. Les 16 grammes, on le multiplie par 2, ça fait 32. Donc, tu as en tout 35 points. Et le champion, c'est celui qui va cumuler le plus grand nombre de points. Pour cette 3e édition, les organisateurs annoncent des innovations, notamment l'école de la pêche, qui aura lieu le premier jour de compétition. Il y a des règles pour pêcher. Il faut savoir lire le mouvement des poissons. Il faut savoir détecter qu'il s'agit de petits poissons ou de gros poissons. Tout ça, comment accrocher le poisson, comment d'autres même pêchent sans savoir attacher la maison. Au-delà de l'aspect sportif, la compétition se veut un cadre de rencontre et de plaidoyer pour une meilleure gestion du barrage de Bazega. En 1985, le barrage faisait 9 km de Bazega. Aujourd'hui, le barrage fait à peine 3 km. Quand j'ai connu le barrage en 1985, le barrage ne tarissait pas. Et aujourd'hui, cette année, nous avons reporté 2 fois la compétition due au stress hydrique qui était au niveau du barrage. C'est pour dire que la situation est très critique pour ce barrage qui est un poumon économique de la province du Bazega. À ce jour, plus d'une centaine de candidats venus de plusieurs régions du pays sont annoncés pour la 3e édition du championnat. Ce journal qui s'achève. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis le village de Kilouf à Kayao dans le Bazega. À demain.